Welcome to Global Age Podcast, a podcast dedicated to services with international impact and usage of artificial intelligence. I am Sandra Yonter. My goal here is to share tips and advice from our guests about how to run an international business and highlight the potential benefit they find in artificial intelligence to support their success. This podcast is for anyone building their entrepreneurship story, as well as seasoned entrepreneurs and the C-suite, both having international in mind and artificial intelligence as a powerful but still unclear tool. I hope you all enjoy watching or listening to this as much as I am enjoying interviewing my guests. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu es Olivier de Segonzac, et Ça. associé fondateur de Resoneo. Ouais. Resoneo, c'est un cabinet de conseil en marketing digital qui est spécialiste reconnu des moteurs de recherche et aussi des stratégies data et de la performance des médias digitaux. C'est ça. On est une centaine de collaborateurs aujourd'hui. On a fêté nos 20 ans fin 2024. Donc, beaucoup de search marketing, beaucoup de data et de plus en plus d'IA, bien sûr. Alors forcément, c'est un sujet qui va nous intéresser dans le cadre du podcast. Je sais que tu es spécialisé dans le SEO depuis 2 décennies, tu viens de le dire. Mais quelles sont les plus grandes transformations dont tu as été le témoin depuis tes premiers pas chez Resoneo? Je dirais que le premier Armageddon qu'on a connu, c'est quand même le déploiement du smartphone. Des années 2010, là tout récemment, l'IA qui bouleverse nos métiers. Le plus grand bouleversement, je dirais, qu'on a connu depuis 20 ans. Alors c'est super intéressant que tu parles à la fois du mobile et de l'IA, parce que ma question suivante, c'est quelle est ta réaction, celle de tes confrères, hein, face à l'arrivée de ces bouleversements? Donc, Par rapport au mobile, on n'a pas eu trop le choix, il a fallu s'adapter. Mais je dirais qu'au quotidien, il y a eu des réflexes à prendre. Réflexes, par exemple, les screenshots, dans nos présentations, et il fallait les faire sur mobile et plus sur desktop. Les résultats sur Google, aller les vérifier sur mobile et plus sur desktop. Donc tout ça a été, quand même un gros changement. Et par rapport à l'IA, en réalité, c'est venu assez progressivement puisque, nous, ça fait un moment qu'on travaillait sur l'IA pour produire des contenus notamment. Mais, ce qui a vraiment changé en novembre 2023 avec l'arrivée de ChatGPT, c'est finalement l'usage et l'interface, utilisateur. C'est un vrai changement de paradigme, un changement d'UX qui a existé déjà auparavant puisqu'on en avait, dans les suggestions YouTube, même dans Gmail, dans les moteurs, mais on n'avait pas la maîtrise, des outils. Or aujourd'hui, on est devenu, l'opérateur de l'IA et on le commande, on le maîtrise, alors qu'avant on était plus, utilisateur et on le subissait un peu plus. donc ça a été de l'enthousiasme, de la curiosité, un peu d'appréhension? Ça a été, d'abord un effet waouh, phénoménal, puisque le mode conversationnel et l'aspect, presque humain de l'IA a été un vrai bouleversement et ça quand ChatGPT est arrivé, effectivement, on était comme des fous sur l'interface, on a essayé de le torturer, le tester dans tous les sens, voir ce qui pouvait être faisable. D'appréhension aussi parce que, il y a un côté flippant puisqu'on va vers l'inconnu finalement et on ne sait pas de quoi, l'avenir sera fait. Tu peux partager avec les auditeurs les clés d'un référencement naturel hier et celle d'un référencement aujourd'hui. Si tu peux faire une comparaison entre les deux, qu'est-ce qui a changé? Je dirais ce qui a changé dans un premier temps, ce qui a été plus visible, c'est les différents types de résultats que Google va par exemple afficher dans ses pages. Il y a 20 ans, on avait, les 10 fameux liens bleus, mais aujourd'hui, on a des pages de résultats qui deviennent extrêmement complexes, qui se spécialisent selon le secteur, de la requête qu'on a tapée. Google aux US, ressemble, parfois à Amazon sur certaines requêtes shopping. On a des block maps, knowledge graph, AI overviews qui débarquent, qui sont les réponses, IA, bien évidemment. On a eu, les fameuses, images, vidéos, block news. Les pages de résultats se sont enrichies progressivement et deviennent de plus en plus complexes. Auparavant, au début de Google, les algorithmes étaient très basés sur la statistique linguistique
mais assez peu de sémantique. Et finalement, les premiers gros algorithmes de type RankBrain ou DeepRank, qui incluent les Transformers, le fameux BERT, qui a donné naissance d'ailleurs à ChatGPT. Ça doit dater de 2018. Ça, c'est arrivé bien après. Donc la vraie compréhension du langage, tel qu'aujourd'hui Google la maîtrise, de la manière dont on peut le percevoir dans les résultats, c'est finalement assez récent. Et comment tu fais pour rester à jour de tout ça? Alors, j'ai pas la réponse à tout. Ce que je dis toujours, aux consultants avec qui je travaille, c'est qu'un bon consultant, il a pas forcément réponse à tout, mais il doit savoir aller chercher l'information et y répondre en moins de 10 minutes. On est des pros de la recherche, on travaille là-dedans, on est censé pouvoir aller trouver les réponses. Il y a une grosse partie de veille, bien évidemment, d'expérimentation aussi. Le développement naturel, c'est, une discipline empirique, avec beaucoup de test and learn, d'analyse, de mesure. Justement, comment l'IA transforme les stratégies de référencement que tu vas conseiller à tes clients? L'IA aujourd'hui nous permet de faire des choses qu'auparavant on ne pouvait pas faire parce que c'était trop long, trop lourd, trop compliqué, trop cher. Un exemple, on a un un client qui a 900 boutiques, donc il a un store locator avec 900 pages, plus les pages département, région, ville. Et on voulait mettre un texte, un peu, unique sur chacune des pages, pour décrire les boutiques et la ville et cetera. Parce il y a 5 ans, on aurait fait appel à des rédacteurs, ça aurait coûté cher et on n'aurait pas fait du coup, parce que ça aurait pas été rentable. Aujourd'hui, en alimentant correctement l'IA, on peut générer, un descriptif pour chacune des pages, des fiches magasins et des pages villes et des pages départements. Donc ça nous permet de faire plus vite, moins cher, parfois mieux, mais pas toujours. Justement, quelle est la contribution de l'humain et à quel moment tu l'intègres et à quel moment tu sais que c'est nécessaire et pour quelle part de ta production de contenu? Plusieurs. Alors déjà, il y a une certaine typologie d'annonceurs qui ont des contraintes de charte édito, de communication, d'angle, où ça devient très compliqué de laisser cette tâche-là à une IA. On peut y arriver, mais ça demande beaucoup de paramétrage en amont pour adopter la bonne tonalité, etc. Ensuite, on peut avoir des contraintes légales. Un exemple bête, les pages soldes, on peut pas les laisser toute l'année parce que sinon on peut avoir un problème légal. Bon, on parle aujourd'hui de prompt engineer. La blague qui circule dans les milieux autorisés, c'est promptologue, le nouveau métier. Savoir parler à une IA. Nous, qu'on a vu beaucoup de clients, d'utilisateurs revenir nous voir en disant: «Bah, moi, j'ai essayé l'IA, ça marche pas. J'ai testé plein de choses, les résultats sont pas bons». Ça demande un travail en amont qui est très important. D'autant plus si on veut fine tuner les IA, c'est-à-dire les entraîner avec des dispositifs qu'on peut appeler RAG, par exemple, où on va apporter une base de connaissances supplémentaire à un LLM, pour qu'il ait connaissance de, toutes les informations, produits, en marketing, de la marque et cetera. Ce qui lui permet d'être contraint, et de pas trop déraper et de faire ce qu'on lui demande. Avant d'appuyer sur le bouton mise en production sur le site web, il faut de toute façon une supervision humaine. Une fois qu'on a validé le process, la méthodo et que on est confiant avec les résultats que ça génère, par exemple sur OpenAI, maison de mère de ChatGPT, dans l'API, il y a un curseur qui s'appelle la température. Plus il est proche de 0, moins il va halluciner. C'est-à-dire qu'il va être contraint de 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 respecter exactement le prompt qu'on lui dit et on lui laisse moins, libre cours à l'interprétation, à la créativité. Est-ce que tu observes plus de clients en pensant que l'IA peut remplacer les agences? Heu, les clients viennent chercher une agence pour de la stratégie et on a, par exemple, en ce moment, moins de demandes, d'opérations, d'actions beaucoup plus opérationnelles et bas niveau. Est-ce que, finalement, les sociétés vont continuer à utiliser ou à prendre des stagiaires sous leurs ailes, pour les faire monter en compétences, sachant qu'une IA peut faire son boulot, plus vite, mieux, il a pas de vacances, congé maladie et cetera. Quel avenir pour la formation des jeunes? C'est vrai aussi pour certains juniors. Donc on vit une vraie révolution. Il y a un aspect quand même effectivement un peu, stressant, inquiétant, parce qu'on ne sait pas comment ça va. Et tu penses que l'IA, pour le coup, est plus accessible aux grosses structures ou les petites structures? Bah, c'est très hétérogène.
Alors c'est vrai que les tout petits vont avoir une exploitation, très intense des IA parce que, finalement ça coûte pas si cher que grosses entreprises, elles sont quand même, souvent contraintes par, l'aspect légal et process interne, sécurisation. Donc on a vu quand même beaucoup de grandes entreprises faire appel à des agences qui avaient moins ces contraintes-là pour déployer des projets IA, parce que eux mêmes en interne n'avaient pas le droit d'utiliser ChatGPT avec leur compte, pro, n'avaient pas le droit de les poser des tel ou tel type de questions. Samsung avait complètement interdit à ses collaborateurs d'utiliser ChatGPT parce qu'il y avait eu des fuites et on avait envoyé des collaborateurs avaient envoyé des documents internes à l'IA et ça s'était retrouvé dans des réponses publiques et cetera. Mais est-ce que tu identifies aussi d'autres dérives de l'IA et notamment dans tes métiers, hein, de Alors il y en a un certain nombre, hein, à commencer par les deepfakes et toutes les fausses informations. C'est pas nouveau, hein, le fait d'aller produire des contenus massivement. Il y a à l'époque, on a eu des outils qui j'ai utilisé le spinning par exemple, c'est une espèce de texte à trous avec, un petit peu de variation mais, très légère. Il y avait déjà un peu d'IA pour, produire des contenus, mais maintenant ça a l'air tellement véridique qu'une IA est capable de sortir des témoignages, qui ont l'air complètement réels et avec la photo de la personne qui témoigne et des histoires de reprendre des photos de personnes existantes et de les mettre en situation farfelues. Google essaye de freiner là-dessus parce que ça lui coûte très cher d'indexer, autant de contenus par million, qui sortent tous les jours et qui, ont assez peu d'intérêt finalement, pour l'utilisateur final. Donc ils essayent de tirer le bon grain de livret et c'est pas toujours simple. et quelles sont les erreurs que tu, identifies, des entreprises, tes clients avant qu'ils viennent te voir ou d'autres agences, hein, potentiellement? Il y a déjà le fait de tirer des conclusions un peu hâtives sur l'exploitation et l'utilisation de l'IA. Bah, allez, je vais produire, 150 millions de nouvelles pages et saturer les index de Google et finalement pas réussir à s il y a aussi une perte d'expertise puisqu'on va beaucoup s'appuyer sur l'IA et aujourd'hui, beaucoup de consultants ou de salariés peuvent se déclarer experts en quelque chose avec l'aide de l'IA, mais finalement, est-ce que l'expertise fondamentale est toujours là ou pas? C'est pas dit, donc je vois un risque quand même en termes de knowledge management, de perte de Ouais, de cette nivellement? connaissance, voilà, De de nivellement nivellement. vers le bas, hein. Sur le shopping tout à l'heure, tu parlais, hein, de l'évolution justement, Google aux États-Unis qui ressemble presque à un Amazon. Justement, est-ce que tu penses que l'IA pourra remplacer, les moteurs de recherche, quel que soit le besoin? On avait déjà eu une espèce d'alerte à l'époque, je sais pas si tu te souviens, où le vocal et les assistants, les Google Home et Clairement. Alexa étaient arrivés. La promesse était de se dire: «Bah, je vais demander à Alexa saura ce qu'il y a dans mon frigo, il va aller me racheter tout seul les». Finalement, on n'y est jamais, arrivé. Ce que j'imagine possible à terme, c'est que le web en général change avec les IA. C'est-à-dire que le site web pourra être généré en live au moment de ta navigation, de de tes actions et tes interactions avec le site web qui se construisent en live ou, d'avoir une espèce comme ça de personnalisation, très forte et également l'aspect, agent IA à qui tu pourras confier une mission d'aller, te comparer, tous les voyages, pour, ton séminaire de dans 3 semaines à Marseille et qui ira te chercher le billet de train, les hôtels, te faire le comparatif et aller jusqu'à booker pour toi. Ça, c'est des choses qui sont envisageables, mais je pense plus avec, voilà, cet aspect personnalisation à outrance. Ça peut aller très, très loin, ça va très vite. J'ai testé le nouveau modèle, Flash du studio IA de où tu lui donnes un produit, une photo d'un produit, sans rien détourer et puis il te le met en situation avec des personnages, puis après il te fait la vidéo pour que ça bouge. Ça peut aller quand même, très loin, très vite et il y a un côté un peu inquiétant là, angoissant. Ouais, bah, à la fois c'est bluffant, mais effectivement l'impact que ça peut avoir sur, les simulations, le fake, et puis le remplacement des compétences qui jusqu'à présent étaient nécessaires pour produire de tels contenus, ouais. Même les designers, les Ouais, photographes et ça bouleverse quand même ouais, beaucoup de clairement. choses. Alors pour parler d'un autre sujet, je sais, donc en regardant ma boule de cristal, en regardant vos newsletters de Rezoneo, que le 25 mars, tu te prépares à dévoiler les secrets enfin, certains secrets de Google et notamment, Google Leaks, hein, Ouais. cette fuite inédite qui révèle, une partie des secrets de l'algorithme du moteur de recherche.
Est-ce que je peux te demander de nous dévoiler peut-être quelques-uns de ces secrets dans ce Ouais, bien podcast? sûr, ça a été un gros boulot de mon côté, en 2024. Il y a 2 500 pages de documentation de l'API interne à Google. Pour un SEO comme moi, c'était Noël avant l'heure, tu vois? J'ai trouvé ce truc-là, le manuel d'utilisation du plus gros moteur, de recherche au monde. C'était une documentation fabuleuse. Donc j'ai plongé dedans, j'ai vraiment, essayé de décortiquer, de comprendre, tout ça. Donc la semaine prochaine, j'en parlerai et je vais essayer de donner des enseignements et des applications pratiques. Et c'est vrai qu'une des phénomènes qu'on observe en analysant ce X-là, c'est l'arrivée massive de l'IA et Google qui se jette à corps perdu dans l'IA, au point même parfois, enfin en arrivant même parfois jusqu'à ne plus maîtriser complètement certains algorithmes parce que ça devient trop complexe et il y a des effets de bord. Donc on a vu, des sites, légitimes, faits à la main avec des bons contenus qualitatifs, péricliter et perdre en visibilité dans Google. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc à chaque nouvelle update et chaque nouvelle, Il mise y a à des jour des corrections. algorithmes, ils annoncent qu'ils vont essayer de redonner la place aux créateurs de contenu, mais c'est pas si simple. Et ce qu'on observe également, c'est une espèce de convergence entre les nouveaux usages via les agents conversationnels et ChatGPT, etc., qui exploitent maintenant de la recherche classique. Donc il y a du SearchGPT, il y a Perplexity, il y a un certain nombre de plateformes comme ça qui vont venir se substituer et créer des nouveaux usages pour les internautes. Et donc eux vont se baser un peu sur les mêmes types de technologies qu'un Google classique. Et Google, lui, fait le chemin également du côté de l'IA en incluant des réponses et des snapshots IA dans ses résultats classiques. Donc on a une espèce de convergence là-dedans et la question que on se pose en tant que SEO finalement, c'est euh, comment faire pour apparaître dans ces nouvelles interfaces. Au final, le SEO est agnostique de la plateforme et de la marque, hein. Dès qu'il y a une boîte de recherche avec des mots-clés à mettre dedans, nous, c'est notre boulot, que ce soit sur Amazon, sur YouTube, sur TikTok ou sur SearchGPT. Notre boulot, c'est qu'on soit visible dans les réponses. Là, comment est-ce qu'on fait pour être présent dans les datasets utilisés pour entraîner les LLM? Heu, Comment on fait pour être visible, par exemple dans Bing, qui devient un sujet, d'autant plus important que, OpenAI a un gros accord avec Microsoft. Donc les résultats de Bing sont utilisés, pour faire du RAG justement, avec les résultats de SearchGPT. Et finalement, il y a aussi cet aspect un peu, branding et comment devenir une marque et une entité reconnue dans tous ces systèmes-là qui se basent sur les contenus disponibles sur le web, parfois avec des partenariats payants, parfois non. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être mentionné et cité en tant que marque, en tant qu'entité et toutes les relations entre ces entités-là dans des sources crédibles depuis longtemps d'informations et de contenus sur lesquels pourraient se baser toutes ces nouvelles plateformes. Donc, ça va redonner un petit peu de peps et d'attrait aux disciplines comme les RP traditionnelles ou la communication classique. On va plus penser uniquement backlinks, mais mention et citation de la marque, des entités, etc., pour essayer d'émerger et d'être le plus fréquemment cité dans les réponses. D'accord, donc vous allez élargir encore plus votre scope. Ouais, c'est un nouveau terrain de Intéressant. jeu. Effectivement, le SEO, si tu veux, ça a toujours été un petit peu à tous les étages d'une boîte, hein, Oui, entre bien sûr. la technique, le marketing, même Ouais, le légal, la ouais, le com. produit, bien sûr. Voilà, donc là, ça reprend un peu plus de place, on va dire, dans la com traditionnelle. Ah, fantastique. Bah, écoute, merci infiniment. Avec plaisir, c'est une vraie révolution qu'on vit et c'est super intéressant, c'est passionnant. Ouais.